L'affaire Epstein, je suis revenu dessus il y a une semaine, mais je reviens plus en profondeur. Et j'ai 4 avant-propos à vous dire. Alors soyez patients, je vais avancer. Et vous verrez que les 4 avant-propos sont importants pour que derrière on puisse discuter sans mal se comprendre. D'abord, avant-propos numéro 1, pour vous rappeler que mes compétences, mes spécialités, mon parcours, mes centres d'intérêt et mes pouvoirs d'enquête ne font pas de moi quelqu'un qui est adapté à éplucher 3 millions de pages de documents juridiques ou issus d'enquêtes policières. Ce n'est pas là où je peux faire quelque chose d'utile, donc je ne le fais pas. Je m'intéresse au phénomène des croyances depuis 11 ans, au sens large, à la manière dont on peut se demander, efficacement, chacun et collectivement, pourquoi on croit ce qu'on croit et comment on sait ce qu'on sait. C'est très important. Si vous croyez que mon travail c'est autre chose que ça, vous n'avez pas compris, c'est pas grave, donc je vous le rappelle. Et donc c'est cet angle-là que j'utiliserai dans l'affaire. Si je vous parle de l'affaire Epstein, c'est donc totalement dans cette ligne éditoriale-là, de mon travail de zététique, et pas du tout comme enquêteur du FBI ou juge d'instruction. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, je ne sais pas qui est coupable de quoi, et je laisse ceux dont c'est le travail faire en sorte que ces vérités soient reconnues. J'ai conscience que je ne peux pas aider la vérité à éclater comme ça. À mon niveau, j'analyse les discours et les postures de celles et ceux qui disent qu'ils savent, qu'ils ont raison, qu'ils ont toujours eu raison. C'est ça qui m'intéresse, parce que ça recoupe exactement ma ligne. Pourquoi croit-on ce qu'on croit ? Comment sait-on ce qu'on sait ? Deuxième avant-propos. L'affaire Epstein met aussi en lumière un phénomène structurel qui dépasse largement ce cas particulier, l'asymétrie de pouvoir produite par une concentration extrême de richesse. On parle d'un milliardaire. Lorsqu'un individu dispose de ressources financières, juridiques et relationnelles hors normes, quasi illimitées, il acquiert de facto une capacité accrue à retarder, à contourner ou à neutraliser les mécanismes ordinaires de contrôle judiciaire et institutionnel. Les arrangements procéduraux, les accords de non-poursuite ou les régimes de détention exceptionnellement favorables, observés dans l'affaire, je vais y revenir, ne relèvent pas d'un mystère occulte, mais de logique sociale bien documentée, liant richesse, accès aux droits et inégalité devant la justice. Autrement dit, les dysfonctionnements mis au jour dans le dossier Epstein ne requièrent aucune hypothèse conspirationniste a priori. Ils s'inscrivent dans un cadre structurel où la puissance économique crée des zones d'impunité. Et c'est dans ce cadre, et non dans un récit de cabale secrète, qu'il convient de s'interroger si l'on veut comprendre comment de tels crimes ont pu se prolonger pendant des années. Pour le dire encore autrement, la réponse, elle est politique, et elle passe par la défense de la démocratie contre les milliardaires. Troisième avant-propos. On avance. Il y a tellement de noms dans ces dossiers, qui rassemblent des documents de toute nature, que figurer dans les pages des dossiers Epstein ne signifie pas automatiquement qu'on est un pédocriminel. Dieudonné apparaît dans le document. Personne ne porte contre lui une accusation de cette sorte. Ok ? Il y a donc des innocents parmi ceux dont circule le nom. Et vous ne pouvez pas savoir lesquels, tant qu'il n'y a pas eu de procès. Donc Bill Gates, Jack Lang, Elon Musk et les autres sont peut-être des individus sinistres. Il y a peut-être de très bonnes raisons pour chacun d'entre eux de le dire. Je ne dis pas le contraire. Mais dans un état de droit, on a droit à un procès avant d'être déclaré coupable. Donc mon travail ne consiste pas à désigner les coupables ici, mais je reviens au point 1, mais à analyser les discours. Et dernier avant-propos. Je n'utilise pas le mot complotiste comme une insulte. C'est très important, mais ça ne passe pas. Je ne considère pas que vous êtes complotiste, un indécrottable complotiste, parce que vous seriez en désaccord avec moi sur ces sujets-là. Notamment parce que je sais qu'il n'y a pas de fatalité. La mentalité complotiste, c'est comme ça qu'on appelle le complotiste, la mentalité complotiste, c'est un comportement, c'est une attitude rhétorique, c'est pas une caractéristique attachée à une personne. On peut y rentrer, on peut en sortir, et donc c'est comme pour le racisme n'est pas une insulte. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde ? Alors je vais démarrer. L'histoire dite des
Epstein Files fait dire très fort à tout l'écosystème complotiste du net depuis quelques jours, les complotistes avaient raison, mettant en accusation la sphère opposée de celles et ceux qui critiquent, qui luttent contre le complotisme, qui seraient de facto des complices d'Epstein. Dans un tel contexte, l'esprit critique, ça consiste à s'interroger d'abord sur la chronologie de l'affaire, parce que ça ne date pas de la publication des documents il y a une semaine. L'affaire s'inscrit dans une temporalité longue, heurtée, faite de plaintes ignorées, de compromis juridiques discutables, de relances journalistiques décisives et de procédures judiciaires tardives. Elle montre, on va le voir, de manière presque pédagogique, comment la vérité progresse dans les sociétés démocratiques et comment les récits complotistes parasitent ce mouvement en produisant du bruit, de la confusion et de la défiance stérile. Donc dans ce billet que je fais maintenant, d'abord je vais rappeler la chronologie, de manière rigoureuse, puis je vais vous livrer une courte analyse critique des rôles respectifs des acteurs qui ont facilité l'accès à la vérité ou au contraire qui ont contribué à l'éloigner, et puis je conclurai en évaluant la question de la posture complotiste, en montrant en quoi elle constitue une fraude intellectuelle lorsqu'elle prétend se substituer au travail d'enquête rationnelle. Nous avons affaire à des gens qui prétendent savoir ce qu'ils ne savent pas, et ça rentre dans les sujets que je veux traiter. On commence avec la chronologie d'une affaire judiciaire ordinaire qui est rendue extraordinairement difficile. On a une timeline, donc on a ici une chronologie. Le point de départ est documenté en 2005. À Palm Beach, la famille d'une adolescente signale à la police des faits d'agression sexuelle impliquant Jeffrey Epstein. L'enquête locale met rapidement au jour un schéma récurrent avec plusieurs victimes, recrutement de mineurs, paiement, abus sexuels. On a plusieurs victimes qui racontent des choses concordantes. À ce stade, on a déjà de sérieuses accusations et des victimes. 2005, il y a 20 ans, 21 ans. À ce moment-là, c'est pas encore spectaculaire. On a une plainte, on a une enquête, on a des auditions. Il faut que la justice fonctionne. Ça prend du temps. Il n'y a rien d'anormal. Mais, notez bien que récemment, dans les documents publiés il y a quelques jours, on découvre, en tout cas moi j'ignorais, que l'affaire remonte à avant cela. L'un des premiers signalements adressés au FBI, impliquant Jeffrey Epstein, remonte à 1996. Ça fait 30 ans. Lorsqu'une femme, l'artiste Maria Farmer, a déposé une plainte indiquant que des images de mineurs étaient en possession d'Epstein et décrivant des comportements préoccupants susceptibles de relever de matériel d'abus sexuels sur mineurs. Et donc on a un rapport qui date de septembre 1996 qui a été ignoré à l'époque par les autorités fédérales et qui n'a pas donné lieu à une enquête approfondie avant des années et des années. C'est un vide de réaction qui exige qu'on sache ce qui s'est passé. Comment se fait-il qu'un tel signalement ait dormi pendant 9 ans ? Y avait-il besoin de complicité ou l'inefficacité de la bureaucratie est-elle une efficace suffisante ? Ceux qui posent cette question-là ne sont pas des tarés complotistes. Ceux qui posent cette question-là s'interrogent sur comment ça marche, la justice, dans ces pays. Et chez nous aussi d'ailleurs, on pourrait se demander. On avance dans le temps, 2007-2008. Et l'art de la négociation. C'est plus troublant déjà. Alors que des procureurs fédéraux envisagent des poursuites, l'affaire est déviée vers un accord de non-poursuite, Non-Prosecution Agreement, c'est comme ça aux États-Unis. Epstein plaide coupable de chef limité au niveau de l'État de Floride et bénéficie d'un régime de détention particulièrement accommodant. Pendant 13 mois, il dort en prison, mais il passe 12 heures par jour dehors la semaine et dort le week-end en prison. Donc il est quasiment libre en fait. Et ce régime, il est rarissime pour des faits de cette nature. Et donc c'est une anomalie. Donc c'est ce qu'on a appelé le Sweetheart Deal. Donc ça c'est connu. Depuis 2008, on sait qu'il est condamné. Alors on peut juger que c'est anormal, que cela relève d'une justice à deux vitesses, où la puissance financière et relationnelle de l'accusé entrave la manifestation de la vérité. Et si vous voulez mon avis, c'est déjà un scandale en soi. Mais malheureusement, c'est parfaitement légal aux États-Unis d'Amérique.
Le rapport ultérieur de l'Office of Professional Responsibility du Department of Justice conclura, je ne suis pas un robot, conclura à l'absence de faute disciplinaire formelle dans cette transaction pénale asymétrique. Tout est parfaitement légal, Epstein était dans son droit, il fallait juste avoir un bon avocat. Et donc, la conformité procédurale dans cette affaire côtoie un profond malaise éthique. À partir de 2008, aucun de ceux qui côtoient Jeffrey Epstein n'est censé ignorer sa condamnation. Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont côtoyé et qui sont dans les dossiers dans les années 2015-2020, il n'y a pas trop d'excuses, en fait, pour de vrai. On avance dans le temps. De 2008 à 2017, une fois que ce monsieur a passé quelques heures en prison, c'est le silence. Pendant près d'une décennie, l'affaire disparaît du devant de la scène. Alors, les victimes continuent à porter les conséquences psychologiques et sociales des violences subies. Et pendant tout ce laps de temps, je vous rappelle, 2008-2017, on a 3 présidents. On a George Bush, on a Barack Obama et on a Donald Trump. Et il ne se passe rien pendant tout ce temps. On arrive en 2018. Et là, on a le rôle décisif du journalisme d'enquête. Une relance majeure vient, en particulier, de la série publiée par le Miami Herald à partir de 2018, sous la plume de Julia K. Brown. Un travail qui reconstruit l'accord de 2008, donne la parole aux victimes et révèle l'ampleur des concessions accordées à Epstein. Et là, donc, à ce stade-là, on n'a aucun lanceur d'alerte anonyme qui sort d'un forum, on n'a aucun QAnon qui alerte, on a un travail patient, sourcé, éditorialement encadré, juridiquement prudent, qui met la pression sur le système judiciaire. Ici, la presse joue le rôle qu'elle doit toujours jouer, mais c'est un peu tardif. Elle rend visible ce que des procédures ont contribué à invisibiliser. On est en 2018. Et en juillet 2019, suite à tout cela, Epstein, il est rattrapé, il est arrêté par les autorités fédérales à New York, en juillet. On a ici les documents officiels. Et il meurt en détention 1 mois plus tard. Dans des conditions très discutées. Je ne serais pas étonné qu'on apprenne un jour ou l'autre des choses très graves autour de cette mort, parce que on peut se poser des questions, mais je vais éviter absolument de faire comme si j'en savais plus que vous sur le sujet, en fait. Je sais que je ne peux pas savoir avec certitude ce qu'il en est. Et j'ai entendu des gens de la complosphère francophone dire que ils savaient que en fait c'était pas un suicide. Si un jour on a une preuve que c'est pas un suicide, est-ce que ces gens auront le droit de dire qu'ils avaient raison? Dans la mesure où ils affirment que c'est pas un suicide, comme ils affirment qu'il y avait des enfants esclaves sexuels dans un sous-sol d'une pizzeria. S'ils le disent sans dire comment ils peuvent le savoir, alors ils ne peuvent pas dire après on avait raison. Après la mort d'Epstein en août 2019, l'affaire acquiert une forte charge symbolique et nourrit un climat de suspicion dans l'espace public. Elle est commentée, elle est instrumentalisée et surinterprétée par divers acteurs médiatiques et complotistes. Mais elle ne constitue pas un enjeu électoral central de la campagne de 2020. Si les documents liés à Epstein circulent à l'approche de l'élection, bien sûr, certains contenant des allégations ultérieurement qualifiées par le département de justice de false and sensational, Trump n'intègre pas l'affaire comme axe structurant de sa campagne. La politisation existe, mais elle est périphérique et indirecte, sans promesse explicite de transparence ou de déclassification à ce stade. Donc 10 ans après la condamnation d'Epstein, Trump ne manifeste aucune envie de faire plus de lumière dans l'affaire. En 2020, on en parle, on embrasse, et probablement que déjà beaucoup de gens dans la complosphère en parlent, c'est fort possible, mais au niveau des gens qui plus tard vont en faire un argument, à cette époque-là, c'est relativement secondaire. On passe à 2020-2022 parce que Ghislaine Maxwell, la compagne et la complice d'Epstein, elle est condamnée en 2022 à 20 ans de prison. Et cette condamnation, elle constitue un point souvent quand même occulté par les récits complotistes. On a une justice qui a bien sanctionné quelqu'un, qui est au cœur du système Epstein, sur la base de preuves et de témoignages évalués dans l'espace d'un tribunal. Donc là, on a vraiment un travail où on prend en compte la parole des victimes et on condamne quelqu'un qui est coupable. Est-ce que c'est suffisant? Non.
Est-ce qu'il y a d'autres gens autour de ce cercle poisseux d'abus sexuels? Sans doute. Et on arrive à la réalité à 2025-2026. En 25, on a les élections présidentielles. Et donc on a une bataille politique autour de ces documents qui est agitée comme ça par Trump. Je vous rappelle que Trump, plus tard, dira que les Epstein Files, c'est un hoax créé par les démocrates. Mais en 2025, c'est lui qui en parle beaucoup. Et il y a un épisode qui est emblématique des contradictions, des attentes irrationnelles et qui ont été générées par les promesses imprécises. En début 2025, Pam Bondi, juste après avoir été nommé procureur général, a fait des déclarations multiples et variées et pas très cohérentes à la télévision sur l'imminence de nouvelles révélations sur l'affaire Epstein. Interrogé le 21 février 25 sur Fox News sur l'existence éventuelle d'une liste de clients qui aurait dedans des noms de personnes influentes, elle a répondu « C'est sur mon bureau, en ce moment, pour être examiné », en ajoutant que ce serait fait à la directive du président. List of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from... Voilà. Donc là, clairement, le président veut que ce soit diffusé. Et dans les semaines suivantes, elle a aussi annoncé publiquement que son bureau allait rendre public des éléments nouveaux, des logs de vol, des noms, des informations sur ce qui se passe sur les transports vers cette île, suscitant l'espoir de révélations spectaculaires. Bon. Et puis, les mois passent, et puis le ministère de la Justice et le FBI finissent par rendre public un mémorandum, voilà, qu'ils ont même donné à un panel de complotistes qu'on a reçu à la Maison-Blanche. Et ce mémorandum me dit qu'il n'existe en fait, il n'y a pas de liste de clients. En fait, finalement, non. Il n'y a pas de liste de clients incriminante dans les fichiers et aucune divulgation ne serait appropriée ou justifiée. En gros, on vous dit, circuler, il n'y a rien à voir. L'administration Trump explique, il n'y a rien à voir. C'est fini. Et donc, face à cette contradiction apparente, enfin plus qu'apparente, Pam Bondi a rétropédalé. Elle a précisé qu'elle ne faisait pas référence à une liste spécifique sur son bureau, mais à l'ensemble des fichiers relatifs à Epstein. Je rappelle qu'on a aujourd'hui 6 millions de pages apparemment. Donc elle avait 6 millions de pages sur son bureau, elle ne devait pas voir la lumière du jour. Ce qui a été interprété par de nombreux observateurs comme une reformulation opportuniste pour désamorcer un fiasco communicationnel. Et dans l'espace politique et médiatique, cette séquence a donné lieu à des réactions fortes. Certaines personnalités conservatrices ont dénoncé le revirement comme une trahison des promesses de transparence, c'est Marjorie Taylor Greene, et on cite en disant que des influenceurs avaient reçu des dossiers en février qui ne contenaient rien de substantiellement nouveau, mais plutôt des documents déjà publics, rédigés, rédactés, caviardés ou dépourvus d'éléments inédits. Donc les gens qui ont milité pour qu'il y ait de la transparence, et la plupart l'ont fait de bonne foi, et je vais revenir tout à l'heure sur la bonne foi, là, il y a un problème dans la manière dont le régime Trump, qui doit en partie son succès électoral au fait qu'ils ont galvanisé une base en faisant des promesses de transparence, là, il y a un problème, il y a un hiatus dans la magasphère. Et donc ce décalage entre promesses sensationnelles et livraison de documents routiniers, suivi d'un message officiel qui nie l'existence d'une liste de noms, a non seulement alimenté la défiance envers l'administration, mais renforcé les mécanismes complotistes. Ceux qui voulaient croire à des réseaux occultes, ils voient la preuve d'une dissimulation de plus. Tandis que les observateurs prudents voient une communication incohérente et un manque de maîtrise du dossier par les autorités concernées. Parce que, en fait, essentiellement, c'est des gros nuls. Parmi les autres atermoiements, décisions bizarres et retards orchestrés, il y a un élément clé de ce conflit. C'est la décision du président de la Chambre, le républicain Mike Johnson, de ne pas faire prêter serment immédiatement à la députée élue Adelita Grijalva, démocrate, après sa victoire lors d'une élection partielle en septembre 2025. Grijalva
n'a finalement été assermenté que plus de 7 semaines après son élection, ce qui constitue le retard le plus long de l'histoire récente pour une rentrée en fonction après une élection spéciale. Et cette attente, elle n'est pas anodine. C'est là quand même, il faut arrêter d'être naïf. Grivalja, cette dame élue, devait fournir la 218e signature nécessaire à une discharge petition, un document qui aurait forcé une mise au vote sur le projet de loi Epstein Files Transparency Act visant à obliger la publication complète des documents. Et pendant ce délai de cette semaine, la Chambre était en cessation d'activité, c'était le shutdown. Et Johnson a utilisé une règle selon laquelle il n'y a pas de cérémonie de prestation de serment hors session régulière. Une interprétation que certains critiques ont décrite comme une manœuvre délibérée pour retarder le vote. Les élus démocrates ont dénoncé cette stratégie comme antidémocratique et directement liée à l'enjeu des fichiers. Il a fallu que Johnson vienne dire non, ça n'a aucun rapport avec les dossiers Epstein. Et donc ce passage, en fait, il illustre que la publication des Epstein Files est le résultat d'un jeu politique agressif où le speaker de la Chambre, Mike Johnson, a retardé l'entrée en fonction d'une élue démocrate, précisément parce que son vote était décisif pour forcer une mise au vote sur la transparence de ces fichiers. Le texte de loi, finalement, il est passé, il est là, et ce n'est qu'une fois la loi votée que le Department of Justice a été légalement contraint de publier des millions de pages de documents dans un cadre strictement défini par le texte adopté par le Congrès. La loi exigeait une publication avant le 19 décembre, cela aurait eu lieu le 30 janvier. Bon. Avec beaucoup plus de caviardage que prévu, et une identité de victime mal protégée, comme si la priorité était de protéger d'autres personnes. Et donc, cette séquence fait qu'il est légitime de considérer que l'exécutif trumpien n'a pas favorisé la transparence, en dépit de ses déclarations. Parce que l'affaire Epstein était devenue un puissant outil de mobilisation politique auprès de son électorat. Il y avait des promesses. Et pourtant, la publication actuelle résulte d'un rapport de force où on lui a forcé la main. Trump a fini par dire qu'il était favorable après avoir essayé d'empêcher qu'on le publie. Trump avait le pouvoir de forcer la publication des dossiers sans qu'il y ait un vote. Il pouvait le faire. Mais il a attendu qu'il y ait un vote qui le force à le faire pour dire il le voulait vraiment. Et donc, cette séquence illustre un point central. La vérité progresse ici par des mécanismes ordinaires de contre-pouvoir démocratique. C'est pas la complosphère qui a fait sortir les documents. Ce sont les démocrates qui ont forcé la main de Trump pour que ces documents finissent par sortir. Et donc le rôle de la complosphère là-dedans, alors il a été de brasser beaucoup de vent, il a pu jouer, évidemment qu'il a joué dans le fait qu'il y avait un rapport de force du côté républicain. Les républicains du camp de Trump étaient en porte-à-faux avec leur électorat qui réclamait aussi ces choses-là. Et donc, la loi dite Epstein Files Transparency Act a conduit l'application de millions de documents. Cette publication massive de documents caviardés et avec des passages exclusifs, sachant qu'on a la moitié qui sont encore retenus, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça déclenche une controverse légitime. Qu'est-ce qu'on a publié vraiment ? Qu'est-ce qui manque ? Et qui contrôle le fait qu'on a choisi qu'on n'avait pas besoin d'en publier plus ? Et donc on doit se demander qui a agi dans le sens de se rapprocher de la vérité. Et donc j'en arrive à mon analyse, à la fin de cette chronologie. L'affaire Epstein permet de distinguer très nettement deux dynamiques opposées face à la vérité. Il y a celles qui, malgré leur lenteur, ont permis l'établissement progressif des faits, gens qui ont travaillé pour que les textes soient votés, pour qu'on publie tout ça. Et puis il y a celles et ceux qui ont entretenu la confusion, la défaillance et l'impossibilité de hiérarchiser les preuves. Du côté de la vérité factuelle, d'abord on a les victimes. Les victimes, elles ont parlé. Ça fait, pour certaines, 30 ans. On ne les a pas entendues. Après, on a la police locale, qui a travaillé en 2005, il y a 20 ans. Il n'y a pas eu de suite. Les procureurs fédéraux, qui ont parfois failli
mais dans un cadre institutionnel qui est documentable où ils ont suivi la loi. On a le journalisme d'enquête, après, qui a joué un rôle fondamental, décisif, en reconstituant la responsabilité et en révélant l'architecture juridique qui a protégé Epstein pendant des années. Et ce travail, il se prolonge aujourd'hui par des mécanismes démocratiques classiques, contrôle parlementaire, demande d'accès aux documents non expurgés et interrogation sur le périmètre réel des fichiers publiés. La demande officielle adressée au Department of Justice par les élus démocrates pour accéder aux documents complets illustre cette dynamique de contrôle institutionnel lente mais essentielle. Ça marche pas bien, mais ça marche. Face à ces demandes, on a le Department of Justice, par la voix de son numéro 2, Todd Blanche, qui a défendu la publication opérée comme un effort de transparence conforme au cadre légal, tout en reconnaissant les contraintes juridiques et les caviardages imposés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Todd Blanche, c'est lui qui décide ce qui sort et ce qui ne sort pas. Et Todd Blanche, peut-être que vous l'ignorez, mais avant d'être à ce poste, il était l'avocat personnel de Trump qu'il a défendu dans les affaires où il a été condamné, et notamment dans les affaires qui sont liées à des agressions sexuelles. C'est cet homme-là qui a défendu Trump pendant des années, qui continue sans doute de le faire, et qu'on nomme à ce poste-là. Évidemment, ça pose question. Et évidemment que si on est un tant soit peu complotiste, et on a le droit, au minimum, on ne devrait pas laisser passer ça. Ça devrait être dans le top priorité. Comment se fait-il que la personne qui décide de ce qui est publié est l'avocat personnel, en tout cas l'ex-avocat personnel de Donald Trump ? Donc, dans le même temps, des organisations de surveillance et des journalistes ont pointé le risque d'un périmètre documentaire incomplet, tu m'étonnes, soulignant que certains ensembles de documents pourraient ne pas avoir été inclus dans la publication. On se demande qui décide. À cela s'ajoutent des interrogations persistantes sur le traitement carcéral réservé à Ghislaine Maxwell, qui font l'objet de courriers, d'enquêtes et de signalements officiels, là encore dans un cadre explicite. On se demande comment se fait-il que Todd Blanche, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, soit allé rendre visite à Ghislaine Maxwell dans sa prison, sachant qu'elle a beaucoup d'infos sur qui est coupable et qui n'est pas coupable. Et quelques jours plus tard, son régime d'incarcération a été adouci. Elle a pu avoir accès à des petits chiots. On a mené des petits chiots dans la cellule pour que certains prisonniers se sentent moins seuls. Tous ces éléments-là ont un point commun. Ils relèvent d'un travail de vérité lent, conflictuel. Enfin, je parle de ceux qui ont travaillé. Un travail de vérité lent, conflictuel, imparfait mais responsable, fondé sur des procédures, des sources identifiables et des mécanismes de reddition de rendition de comptes. Voilà. En gros, cette affaire, elle va beaucoup trop lentement, mais on constate que des gens travaillent pour que la vérité arrive. Et ils le font de manière officielle, en travaillant et en voulant qu'on ait des preuves avant d'accuser les gens. Et le complotisme, c'est pas ça. Et donc, vouloir dire on a eu raison, en fait, il faut regarder ce qui s'est passé. La posture complotiste, elle affirme aujourd'hui qu'ils savaient tout, qu'ils disaient tout, mais cette revendication, elle repose sur une confusion majeure entre deux choses radicalement différentes. L'existence de crimes réels, d'une part, et la validité d'un cadre explicatif conspirationniste, d'autre part. Dire « il y a des méchants salauds très riches au pouvoir qui font des saloperies », c'est pas suffisant pour dire on avait raison d'accuser un tel. Donc les faits établis dans l'affaire Epstein n'ont jamais émergé grâce au récit complotiste. Vérifié. Ils sont le produit de plaintes, d'enquêtes, de procédures judiciaires, de journalisme d'investigation et puis de mécanismes légaux de transparence. À aucun moment dans ce processus, les accusations globales, les hypothèses occultes ou les récits totalisants n'ont permis d'établir un fait nouveau, juridiquement exploitable. Ils ont fait beaucoup de bruit et peut-être que certains étaient de bonne foi, mais ils n'ont pas vraiment aidé en fait. La littérature scientifique montre au contraire, de manière générale, que les récits conspirationnistes liés à la traite et à la protection de l'enfance nuisent à l'action réelle. Pourquoi ? Parce qu'ils brouillent la compréhension des phénomènes, ils parasitent la prévention et affaiblissent la crédibilité des victimes en saturant l'espace public d'accusations invérifiables.
Je cite pour ça les travaux de Benton en 2021, de Fitzgerald en 2024 et de Moran en 2023. Vous irez voir, les liens sont dans la description. Ce mécanisme apparaît de manière caricaturale dans les déclarations de Tucker Carlson, vous savez, Tucker Carlson, le journaliste américain, qui a affirmé sans preuve que le Pizzagate est essentiellement réel. Et il a présenté l'affaire Epstein comme l'expression d'un vaste réseau occulto-démoniaque, je n'invente rien, impliquant des élites mondiales. Et bien ce type de discours ne vise pas à établir des faits. Il transforme des éléments disparates en un récit total, imperméable à la vérification, mais très engageant, très viral, et ça rend service au portefeuille de M. Tucker Carlson. Donc on retrouve exactement la même logique dans la complosphère francophone. M. Aberkan, par exemple. Il agrège des événements sans rapport direct, qui parlent de Biden, des vaccins, de Nord Stream. Quelqu'un ici a fait une petite compile, on va voir ça. Et Epstein, pour affirmer que les complotistes avaient raison, en substituant à l'analyse critique une validation narrative globale. Dans le cas d'Epstein, ça va jusqu'à la diffusion d'hypothèses relevant du fantasme pur, comme l'adrénochrome. Je ne sais pas si c'est l'extrait, il en parle. On écoute et dites-moi si vraiment tout cela, c'est validé par les faits, par les données, par le réel. Je rappelle que s'il y a bien une famille qui déteste Poutine, c'est les Rothschild. Quoi qu'il en soit, les Rothschild détestent Poutine, et c'est bien pour ça que la télé arrête pas de nous dire que Poutine est le représentant de l'antéchrist, que c'est le diable en personne. Enfin. Là, en fait, c'est l'extrait d'une vidéo qui parle de l'affaire Epstein. Il est hors sujet, mais c'est la vidéo où il parle d'Epstein. Poutine, en attendant, il n'est pas sur les dossiers Epstein. On a la preuve qu'Epstein a tout fait pour l'approcher. Il a tout fait. On lui a dit, vas-y, rencontre Dugin, rencontre machin, rencontre A, B, C, D. Bon, Poutine, on la lui fait pas. Formation KGB, il est compromat. Il en faisait pendant que Epstein était encore sa mère. Et donc, forcément, on se retrouve avec un type qui avait dit, c'est le bal des vampires en Occident. Les mecs boivent du sang. Ah tiens, le terme adrénochrome est cité plusieurs fois dans les dossiers Epstein. Oups. Les Rothschild, pour revenir à ce point, ont créé l'État d'Israël avec la déclaration Balfour. Les Rothschild ont fait et défait des fortunes. Les Rothschild ont aussi certains ennemis, parce que les gens ne savent pas. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Rothschild, mais qui ne sont pas des ennemis dangereux. Les Rockefeller font partie des ennemis des Rothschild. Les Rockefeller ne sont pas cités une seule fois dans tout le dossier Epstein. Et moi, c'est un des trucs qui me fascine, c'est que les Rothschild ont pris une balle dans ce dossier. Les Rothschild, ils prennent pas de balle normalement. Ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Aberkan, il vous raconte une histoire et il pourrait faire... s'il avait un peu de talent littéraire, il aurait écrit les livres de Dan Brown. Les plagiaires font pas des bons romanciers, du coup ils finissent par être complotistes. Bon. Donc ce type de discours, en fait, il a un effet très concret. En mettant toutes les pistes sur le même plan, les Rothschild, les Rockefeller, les machins, les Epstein, etc., il détruit la hiérarchie de la preuve. Les faits avérés, les soupçons plausibles et les délires accusatoires sont amalgamés dans un même récit. Alors c'est très émotionnel en plus, et ça rend toute accusation sérieuse, suspecte par contamination. Le résultat, c'est paradoxal mais c'est constant, la complosphère rend objectivement service au bourreau. Alors, c'est involontaire pour la plupart de celles et ceux qui répètent ces histoires-là, donc je vais vous regarder dans les yeux. Si vous désignez vous-même comme complotiste, ou si vous partagez toutes ces choses-là, les contenus d'Aberkan, etc., et que vous y croyez sincèrement, je suis bien désolé pour vous, et vous n'êtes pas mon ennemi objectif, mais on peut involontairement faire du mal. Et moi, je pense que les gens qui sont les boutiquiers du complotisme, qui font profession de cela, qui ont beaucoup de revenus, et qui peut-être, d'ailleurs, sont payés, après tout, on peut aussi avoir des soupçons. Qui les paye, ces gens-là ? Qui les paye pour dire cela ? Peut-être que c'est Poutine, je ne sais pas. Eux, en tout cas, ils ont un intérêt personnel, ne serait-ce que symbolique de célébrité ou d'argent à travers le peu d'argent que rapportent les vidéos sur Internet. Mais la plupart des gens qui diffusent ça n'ont pas un intérêt, ils n'ont rien à y gagner, en fait. Et beaucoup de gens qui sont scandalisés par l'affaire Epstein sont vraiment scandalisés par ce qui s'est passé et veulent vraiment défendre les enfants. Et c'est pas un bon moyen, vous savez. Vous avez certainement assisté dans votre vie plein de fois à des gens qui, à la télé, à la radio ou dans la rue, défendent une cause. On vous dit, c'est une bonne cause, mais putain, qu'est-ce qu'il y a à défendre mal ?
Oh là, quelle image négative ils donnent, ça donne pas envie, c'est dommage, ils jouent contre leur camp, ils desservent leur cause. Bon, et ben si vous êtes vraiment pour la défense des enfants et pour le fait qu'il faille qu'on traque les trafiquants, parce qu'il y en a, même si la plupart des victimes d'actes pédocriminels, 80% c'est dans la famille, c'est pas dans les réseaux, c'est les chiffres, hein, c'est comme ça. Si vous voulez vraiment les protéger, alors il faut qu'on puisse faire le tri entre ce qui relève d'une vraie accusation et d'un gros délire. C'est pas ces gens-là qui vont nous y aider. Donc le fait demeure, la complosphère, elle offre aux négateurs, aux responsables institutionnels défaillants et aux coupables, des stratégies de diversion, un alibi idéal. Tout peut être rejeté parce que mais tout ça c'est du complotisme et c'est votre faute. Parce que tout a été noyé dans un bruit narratif haineux et pseudo-héroïque. Et donc la vérité, au lieu d'émerger, on l'a dissoute. Et donc là, il faut dire un mot de la parole des victimes. Il y a des associations de survivants de Jeffrey Epstein qui ont vivement critiqué la publication des fichiers. Vous voyez, moi, a priori, je suis comme vous, je me dis que la transparence, c'est une bonne chose. Sauf que les victimes disent non, mais en fait, il faudrait peut-être qu'on enquête avant que tous les documents soient diffusés comme ça, sans protéger les victimes. Les documents ont été publiés. J'ai vu un mail passer où quelqu'un est très content d'avoir rencontré des girls, des filles, voilà, en disant « Oh là là, ta petite fille, là, elle était vraiment très, très, très vilaine. » Et la partie caviardée, c'est le nom de la personne qui a écrit ce mail. Mais nous, on veut ce nom. Par contre, quand des images permettent d'identifier les victimes, avec parfois des images de personnes qui sont dénudées, c'est que le boulot n'a pas été correctement fait. Donc on a des assos qui disent « C'est mal fait, on ne veut pas que vous publiez tout, on veut que vous travaillez. » Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils dénoncent d'abord le caractère incomplet et le fait que leur nom ait été exposé sans que des responsables présumés ne soient dévoilés ou poursuivis, qualifiant cette démarche d'outrageante. Les critiques qu'elles émettent, ces victimes, soulignent que la manière dont les documents ont été rendus publics, partielle, confuse et traumatisante, finit par détourner l'attention des faits établis vers des spéculations, des interprétations médiatiques hâtives et parfois des récits complotistes, ce qui nuit à une véritable compréhension et à la reconnaissance des victimes. Et j'en arrive à ma conclusion. Il est bien temps. On entend aujourd'hui répéter « les complotistes avaient raison ». Ok, mais alors raison sur quoi ? Qu'est-ce que exactement ils avaient dit qui s'est avéré exact par opposition à qui, à quoi ? Ils avaient raison sur l'existence de réseaux pédosatanistes buvant l'adrénochrome du sang des enfants. Ils avaient raison sur la pandémie de Covid-19, prétendument programmée par des élites, au motif que des échanges de mails scientifiques sur la préparation de futures pandémies figurent dans les documents rendus publics. Ils avaient raison sur les rites sataniques. J'ai pas l'impression, en fait. Donc la question, elle est ailleurs. La question, elle est, qui a minimisé l'affaire Epstein pendant des années ? Qui a protégé Epstein et Ghislaine Maxwell ? Qui a permis des arrangements judiciaires, d'une indulgence exceptionnelle ? Et surtout, qui a su distinguer les théories délirantes issues du Pizzagate, sacrifice d'enfants, rituels occultes et meurtres de masse, des réalités documentées de trafic sexuel, de violence, de complicité et de défaillance institutionnelle ? Moi, je pense que ceux qui ont aidé, c'est pas Albert Kahn et compagnie, c'est Ghislaine Brown. Donc avant de proclamer que les complotistes avaient raison, il faudrait être capable de répondre honnêtement à ces questions-là. Or, ce que montrent de manière convergente les recherches en sciences sociales et cognitives en général, c'est que la mentalité complotiste n'est ni un moteur d'enquête, parce que ces gens n'enquêtent pas, ils font du cherry-picking sur les choses qui dépassent, ni un outil de progrès de la connaissance. Elle fonctionne au contraire comme un accélérateur de radicalisation, une machine à surinterpréter, à produire de l'escalade rhétorique, à empoisonner le débat public et à brouiller systématiquement la hiérarchie des preuves. Et ce brouillage, il ne sert ni la vérité ni la justice. Il affaiblit au contraire les accusations sérieuses en les noyant dans un flot d'allégations extravagantes. Il offre aux responsables et aux puissants un refuge commode, celui où tout peut être qualifié comme étant une théorie du complot, et il détourne l'attention des mécanismes bien réels, des mécanismes juridiques, économiques, politiques
qui ont permis à des individus extrêmement riches et influents d'échapper durablement à la prison et au jugement parfois. Dire que les complotistes avaient raison sur l'affaire Epstein, c'est pas seulement une erreur analytique, c'est participer à une confusion qui protège les coupables, qui fragilise les victimes et qui affaiblit les instruments mêmes dont les sociétés démocratiques disposent pour approcher la vérité.